situation s'empire à travers le ciel. Christopher Froome va peut-être abandonner sur le Tour de France. Il est tombé hier. Playing with us at the moment, but Contador has crashed here. And this could be the end of second place in the Tour de France. There's 34 seconds and 42 seconds. The gaps of Pino and Perro behind Valverde. Que les équipes françaises sont piégées avec AG2R, avec Groupama, mais également avec Arkea. L'équipe de Barguil est quand même un petit peu piégée aussi. Donc la Bahreïn aussi, Bahreïn de Nibali. Donc si je vous entends, on pourrait penser que cette contre-attaque finalement n'est pas composée avec les équipes souhaitées et qu'elle risque d'être rejointe par le peloton assez rapidement. Forcément, ça oblige surtout des équipes à rouler derrière, à se découvrir et à s'employer pleinement. C'est le cas, parce qu'apparemment ça n'est pas très loin derrière, donc on a pris cette échappée au sérieux. La Bahreïn, elle a des bons coureurs encore qui auraient dû être présents à ce moment de la course, avec Dylan Teuns, avec Caruso, avec Bernsteiner. On va vite le savoir, bientôt la deuxième montée. On va vite savoir qui roule derrière. Et tout l'intérêt qu'ils ont de rentrer, de revenir très rapidement sur ce groupe qui est dangereux. Mais regardez, on s'entend pas très bien quand même. Les coureurs s'observent, se jaugent. Il y a aussi, il faut le signaler, 2 coureurs de la formation Jumbo-Visma. Ça gêne peut-être leurs compagnons d'échappée. Oui, puis ils ont surtout besoin de respirer un tout petit peu avant d'attaquer l'ascension. Tout simplement. Donc ils lèvent tout ça. Non pas qu'il y ait une mésentente dans le groupe, mais bon, on a besoin un petit peu de faire baisser un peu les lactates pour attaquer l'ascension. Et on y est justement dans cette ascension avec Hugh Carty ici en première position. Très à l'aise dans les ascensions avec pourcentage. Parce que maintenant, dans cette ascension, il faut gérer aussi. On ne peut pas monter à n'importe quel rythme. L'équipe Movistar qui roule. Avec 15 secondes de retard, Cyril, par rapport au groupe de poursuivants. 15 secondes, c'est pas grand-chose quand même. Ballerini. Oui, mais il faut les boucher. Voilà, Ballerini a été rejoint. Rappelons que le coureur au maillot bleu turquoise de l'équipe Astana était auparavant dans l'échappée du jour, qu'il a cédé lors de la première ascension. Il a même littéralement explosé avec un Jacopo Mosca qui s'est détaché seul en tête. Et là maintenant il est repris par le groupe de poursuivants. Il va être repris d'ailleurs par le peloton. Il ne cherche pas, bien sûr, il ne peut pas suivre le rythme de la course après l'effort qu'il s'est imposé durant ces kilomètres d'échappée. Oui, et un écart qui ne bouge pas, toujours 15 secondes. C'était plus la Movistar qui roulait en tête de peloton d'ailleurs. Écarté, ils reviennent. On retrouve l'homme de tête dans les pourcentages les plus forts de cette côte de San Luca, Jacopo Mosca. Mosca qui n'en est pas à sa première échappée au long cours sur le Tour d'Émilie, puisqu'il y a 2 ans déjà, il était présent dans cette échappée, parti pratiquement dès le départ. L'année dernière, c'est Orsini qui lui était déjà présent dans l'échappée matinale, Umberto Orsini, que l'on n'a pas vu, qui n'a peut-être pas encore été repris par les coureurs intercalés.
Ciccone qui est devant, c'est lui qui avait signé le meilleur temps au Tour d'Italie au prologue pour aller le meilleur temps de la montée pour aller chercher le maillot. Le maillot de c'était un petit peu grimpeur. préservé sur le plat pour faire la montée à fond. Il avait réussi à porter ce maillot. Il l'a porté jusqu'au bout d'ailleurs. Enfin, il l'a perdu entre temps, mais Pas longtemps. il a été le chercher, il l'a remporté. Ah non, mais on a du beau monde quand même devant. Dans ce groupe de poursuivants, je vous rappelle, Sepp Kuss, Georges Bennett, les deux coureurs actuellement en tête avec leur maillot jaune et noir. Diego Ulissi en 3e position. Diego Rosa en 4e position avec le maillot rouge de la formation Ineos. Zabou Gebre Germé, l'Éthiopien donc de la formation Mitchelton Scott. Et puis présent également dans ce groupe de contre-attaque, l'Américain Hugh Carty. Voilà donc en ce qui concerne la composition de ce groupe. Luis Leon Sanchez qui roule en tête de peloton. Oui, pour Movistar l'équipe s'est écarté. Astana. Les Movistar se sont écartés. On a vu un coureur d'Arkea Samsic aussi. Je suis fâché avec les nationalités. Hugh Carty, Elie Gebert. il n'est pas américain, il est britannique tout simplement. Allez. Alors derrière le peloton, est-ce qu'on l'aperçoit? Oui, bien sûr. Il y a une douzaine de secondes, toujours. Mais ça se rapproche un petit peu Ça sous la s'écrème de pression plus en d'Astana. plus. Oh oui, il n'y a plus grand monde dans ce peloton. Enfin, il n'y a plus grand monde. Et ça attaque dans le peloton, attention. Voilà, pour revenir sur les coureurs intercalés. Au moment où certains insistent et d'autres se relèvent, hein, d'ailleurs. Carty coince devant, Germé aussi. Et c'est Valverde qui attaque avec Nibali dans la roue. Et qui est le coureur de l'équipe Latour. AG2R La Mondiale? Pierre Latour, qui a suivi Nibali. Je suis pas sûr que ce soit la tour. Hein. Non, c'est Hubert Dupont, ça. Non, Non, non c'est bien la tour. Essaye encore. voilà, on va vers un regroupement partiel et pas général. Oh là 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 là, ça écrème de partout. Alors on a vu Ulissi, Rosa et également Ciccone qui étaient restés aux avant-postes alors que les autres qui composaient ce groupe de poursuivants se sont relevés. Et on aperçoit donc Valverde, Nibali notamment parmi les coureurs qui ont opéré la jonction. Il y a un coureur de l'équipe Groupama FDJ qui est un petit peu plus loin derrière, vous l'apercevez, qui est en train de recoller à l'arrière de ce groupe. C'est Rudy Mollard qui vient se glisser donc aux avant-postes à son tour. Enfin aux avant-postes. Oui, aux avant-postes. Et Ulissi insiste. Et Valverde impressionnant. De ce peloton. Voilà. Et Nibali, aussi, pas loin d'être aussi impressionnant. Allez, on revient sur Umberto Orsini qui était intercalé. Il ne reste donc plus qu'un seul homme en tête de la course. C'est Jacopo Mosca. Un seul homme devant ces coureurs que vous avez actuellement à l'image. Le seul rescapé donc de l'échappée matinale. Nibali s'est ravitaillé. Moscone qui est revenu aussi. Allez, Jacopo Mosca qui est passé en tête sur la ligne d'arrivée. Et Pierre Latour qui a pris quelques mètres d'avance sur, vous le voyez, Giulio Ciccone. C'est un peu présomptueux à 30 km de l'arrivée. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy Roy? Voilà, c'est débridé là, donc c'est vrai que... Vous croyez qu'il cherche tout simplement à recomposer un groupe à l'avant de la course, qu'il durcit, en espérant que certains coureurs se détachent? Ouais, regarde, il profite de cette montée qui s'est faite de façon très très rapide, qui en a mis partout. L'écart est fait, alors que derrière on a une réaction d'un Ça coureur d'équipe temporise, Groupama. Il a raison, enfin, après c'est bien d'anticiper aussi, s'il arrive après à gérer son effort, gérer le pied, lisser sa montée prochaine. C'est bien vu. 1 minute de retard par rapport à l'homme de tête. Rudy Mollard.
et derrière le 9 peloton. secondes. Bon, les écarts sont très minces, évidemment. Et on va voir comment ça se regroupe. On a vu Reichenbach aussi, le champion de Suisse. Scott qui vient de passer. Guillaume Martin. C'est donc la deuxième des 5 ascensions que l'on a effectuées au pied de cette basilique San Luca. Je vous rappelle qu'on est sur les hauteurs de Bologne. San Luca est à peu près à 5 km du centre de Bologne. Et un homme est en sursis. Vous l'avez à l'image. C'est Jacopo Mosca, le coureur de l'équipe Trek, poursuivi par l'un de ses équipiers, puisque l'on a vu que Giulio Ciccone était toujours dans le coup. On va le retrouver justement. Ciccone en compagnie de Pierre Latour. Et là, apparemment, un écart a été creusé par les deux poursuivants. Bon, ils inquiètent peut-être moins le peloton, Cyril, que tout à l'heure les 7 coureurs qui étaient sortis. C'est évident. Pierre Latour qui a à cœur de faire une belle fin de saison. Il était un peu frustré sur le Tour d'Espagne. Il était au championnat du monde contre la montre individuelle. Maintenant, place à la dernière partie de saison. Course en Italie. Rappelons-le, il a été blessé en début d'année. Une année un petit peu blanche pour lui. Ce serait bien qu'il aille chercher des résultats pour finir la saison en pleine confiance. Oui, c'est important de bien finir la saison pour le moral avant tout. Pour le moral, pour passer un bon hiver, effectivement. On sait que les coureurs de la formation AG2R, la mondiale, ont eu l'habitude, en tout cas pris la bonne habitude dans un passé récent de s'illustrer. Regardez le peloton. Sur ces courses italiennes. Ce qui reste du peloton. Oui, il n'y a plus grand monde. Les 25 coureurs. Cody Mollard s'est fait rattraper. Alors je vois pas de Gaudu. Est-ce que Barguil est présent? Guillaume Martin est en fin de ce groupe. Donc David Gaudu aurait disparu de ce groupe apparemment. Vue d'hélicoptère là je ne l'ai pas vu. Oui, je vous disais que sur ce Tour d'Émilie, la formation AG2R La Mondiale avait pris l'habitude de jouer placé ces dernières années. On a bien sûr en mémoire il y a 3 ans la 2e place de Romain Bardet. Mais il y a eu également, il y a 2 ans, la 6e place d'Alexis Villermo, la 15e place de François Bidard en 2014 et la 13e place de Pierre Latour en 2013, alors qu'il était tout jeune coureur néo-professionnel. On rappelle que les Français, sur le Tour d'Émilie, n'ont pas eu l'occasion de gagner souvent, une seule fois dans l'histoire de cette classique italienne. Et cela remonte à 1987. Jean-François Bernard s'était imposé. Romain Bardet, Luc Leblanc, Charlie Mottet, Gilles Delion et Yvon Madiot, le directeur sportif de David Gaudu, ont eu l'occasion de monter sur le podium de cette classique, mais les Français n'ont quand même pas souvent connu la réussite. Alors pour l'instant, Mosca a donc 50 secondes d'avance, je dirais plus que 50 secondes d'avance sur les 2 poursuivants. Et puisque l'on parle de Pierre Latour et de Giulio Ciccone, ils ont quand même une trentaine de secondes d'avance sur ce qu'il reste du peloton. D'ailleurs, on voit que Ciccone est en train d'attaquer Pierre Latour. C'était, je pense, une erreur de trajectoire de Pierre Latour dans la descente. L'équipe Trek, visiblement très efficiente sur ce Tour d'Émilie. Oui, je pense que Pierre Latour, il a dû se rater dans la petite épingle à cheveux. Là. C'est une descente assez technique et une route pas toujours en très bon état. Donc le premier passage n'est pas forcément suffisant pour savoir où on met ses roues, surtout qu'après quand on est dans un groupe, c'est différent quand on est tout seul.
croyez que le titre de champion du monde obtenu par Mats Pedersen, même s'il ne portait pas son maillot d'équipe, puisqu'il appartient lui aussi à l'équipe Trek, a malgré tout créé une forme d'euphorie dans cette équipe américaine? Parce que là, pour l'instant, on ne voit que sur cette... Ça ne peut pas desservir, en tout cas. Non, ça plaisir, booste de plutôt voir sur le plan du mental, dans de la motivation. On se retrouve avec un champion du monde dans l'équipe, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est pas rien, quoi. C'est pas une équipe qui a gagné énormément de courses Pierre cette Latour, saison. il est un peu crispé. Il a du mal dans la descente, Pierre. Allez. Ah, ce serait un peu dommage. Ouais, ce serait dommage. Il a fait le plus dur en suivant les efforts, les échappées sur les 2 premières montées, en faisant le break. Vous parliez de blessure, Pierre Latour qui s'est fracturé le poignet. C'était une chute à l'entraînement en tout début d'année alors qu'il devait disputer le Tour des Émirats. Il était tombé donc à Dubaï. Et c'était lui, vous voyez que c'est parfois important de bien finir la saison, mais lui il avait plutôt très mal commencé. D'autant qu'on se souvient que l'année précédente, c'était blessé en stage déjà cet hiver aussi. Et puis il y avait eu cette chute sur la Classica San Sebastian où il s'était fracturé une vertèbre il y a 1 an et demi. Donc déjà quand même je dirais des blessures sérieuses pour ce coureur âgé de 25 ans seulement. Oui, à signaler que Mosca ne perd pas de temps dans cette descente. Visiblement, il la connaît par cœur. Et malgré l'ensemble des efforts qu'il a consentis depuis le départ, eh bien, grâce à ses qualités techniques et la prise de risque max qu'il a, eh bien, il conserve, voire même il augmente son avance sur Ulissi, qui est quand même aussi, fait partie des très bons descendeurs. Ce qui met d'ailleurs un peu en difficulté Pierre Latour, et on peut comprendre que Pierre Latour soit un petit peu crispé après tout ce que vous venez de dire sur ses malheurs depuis 1 an. Je comprends qu'il soit un peu sur les freins et qu'il arrive un petit peu et souvent hors trajectoire. Là, vous avez, il arrive vraiment au cordeau. C'est propre. Jacopo Mosca à nouveau dans le centre de Bologne. Là, c'était un petit peu moins propre. Il a été obligé d'ouvrir la trajectoire, et ça, quand tu ouvres la trajectoire, tu n'es pas sûr de te récupérer derrière. Pierre Latour ne s'en bon cache au pas. sol. Ne s'en cache pas. Dans une interview, il a dit qu'il avait un petit frein encore psychologique dans les descentes. C'est vrai que ça peut que lui faire du bien de faire ces échappées là, de reprendre un peu confiance, d'avoir aussi un coureur devant lui pour lui faire la trajectoire et reprendre petit à petit confiance. C'est là où est le problème, c'est que quand on a peur et qu'on est un peu crispé, malheureusement on ne va pas chercher la bonne trajectoire, justement parce qu'on est crispé. Rien à voir avec Mosca. Beaucoup moins, ouais. C'était moins vite que Mosca. Mosca, il se retrouve avec 50 secondes. Donc là, dans l'ascension, il va rendre. Il risque de les perdre. Il va rendre un peu de son bénéfice. Il risque d'y avoir regroupement général au sommet. On va voir en tout cas en ce qui concerne l'attitude du peloton. Toujours emmené par les Jumbo-Visma, enfin un coureur de la formation Jumbo-Visma. Ils sont 4. Et oui, belle force collective de cette équipe néerlandaise. Alors qu'on l'a vu, la sélection a été très importante sur les 2 premières ascensions de la côte de San Luca. Voici la 3e ascension. Mosca. Ah là, c'est plus effectivement le même rictus que lors de la première ascension où il s'était détaché de façon irrésistible. Alors que derrière, les 2 poursuivants sont pointés à 15 secondes au chronomètre de Garance Ferro. Ah non, pardon, c'est 15, oui, je me disais, ils reviennent très vite. Non, c'est 15 secondes d'avance par rapport au peloton. Donc on a toujours le même écart entre ces 2-là, Ciccone et Latour, par rapport au peloton que l'on aperçoit derrière. Là, c'est en train de rentrer même. Donc même scénario que pour les 7 tout à l'heure. Ils ont fait, on va dire qu'ils ont un peu amusé la galerie pendant un tour, mais malheureusement ils n'ont pas réussi à creuser suffisamment pour résister au pressing de ce peloton. C'est pour ça qu'il y a un tour, je disais que c'était un peu prématuré de bouger à 3 tours de la fin. Il y a encore trop de leaders dans le groupe de poursuivants. Et pourtant, qui ont des équipiers pour rouler. Cyril, nous étions ensemble pour commenter le Tour d'Émilie l'année dernière. Desmarquis était sorti lors de la 2e ascension l'an passé et il avait gagné en solitaire. Avec des conditions atmosphériques totalement différentes. C'est vrai.
Il faisait un temps C'est exécrable ressorti du peloton et ça revient déjà sur les deux coureurs. avec 2 hommes seulement. Le coureur de la Jumbo-Visma, Et un coureur de Neri Sotoli. Neri Sotoli, c'est C'est encore cette Visconti pousse. Jumbo-Visma roule aussi derrière. Roule toujours, Movistar. Ah non, c'est pas eux. Non. Aussi, c'est l'équipe Ineos. Theo Gegenhardt. L'homme de tête à l'image, Jacopo Mosca. Sur cette vue d'hélicoptère, on va pouvoir, j'imagine, voir la différence, l'écart entre les différents échelons. Les poursuivants, Ouais, c'est déjà là. C'est déjà là. qui sont pratiquement revenus effectivement sur l'homme de tête. Oui, il y a à peine une quinzaine de secondes. Ils étaient 2 tout à l'heure, ils sont désormais 4. Et ce qu'il reste du peloton, on a 25 coureurs au maximum dans ce peloton. Alors qu'en ce qui concerne la formation Ineos, c'est toujours Theo Gegenhardt qui roule, avec derrière lui l'ancien vainqueur du Tour d'Émilie, Robert Ressink. Roglic est en 3e position. Luxang est là aussi. Allez, Mosca va être repris, mais c'est vrai, vous aviez vu juste quand même, Jérémy. On risque d'avoir un j'ai groupement pas pris général, trop de on n'est risques. pas loin de l'avoir. J'ai pas pris trop de risques, je pense, sur l'affaire. Et donc les grands leaders d'équipe sont là. On est un petit peu déçu quand même par Non, David. on arrive dans les rampes les plus dures là. Oui, pardon, on n'est pas encore au sommet. J'allais dire, on est un petit peu déçu quand même du côté de nos téléspectateurs par David Godu. On ne sait pas pourquoi il a Oui, disparu. par contre, c'est vrai que les 2 jeunes coureurs de la Groupama FDJ, Madouas et Godu, sont plus présents. On nous dit que lors d'une... Alors c'est Zardini, le coureur de la formation Neri Sotoli, et c'est Antoine Tolouk qui l'accompagne. Ces 2 hommes qui ont opéré la jonction avec Pierre Latour et avec Ciccone. Mais ça va peut-être pas durer car vous le voyez, Ciccone est à nouveau en train de se détacher. Oui, il a l'air facile quand même, Ciccone. Je connais très fort aujourd'hui. Voilà, qui a jeté un petit coup d'œil derrière pour situer alors que Pierre Latour monte sur un rythme peut-être un peu plus régulier. C'est déjà présent dans l'échappée de 7 coureurs, Ciccone, dès le premier tour. Oui, un Rappelons-le. téléspectateur nous disait au sujet de David Godu, mais David Godu, quand il reprend la compétition, il a toujours besoin d'1 ou 2 jours pour retrouver le rythme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque? Encore une fois, on ne sait pas pourquoi il a disparu. Il a peut-être eu un incident mécanique. Il aurait pu se faire une course hier entre ses copains. Ça aurait fait un jour de C'était course. uniquement ça le problème. Si c'est quoi le problème, il y a moyen de trouver une solution. Oui, vous je trouvez un scooter et vous allez vous faire 150 km avec des intensités max, avec des durées programmées. Jean-Michel, il nous interpelle, il nous dit mais est-ce que c'est très sport ça de la part de Ciccone de rouler derrière son coéquipier Jacopo Mosca? Normal. Cyril, normal pourquoi? Attends, il est mort, Mosca. Bon, attendez. Donc la course continue derrière, il a raison. Mais bien sûr qu'il a raison. Mosca ne lui en voudra pas. Vu la Absolument pas. physionomie de la course, oui, il n'y avait pas de raison de ne pas rouler. Allez, on a toujours des coureurs qui sont en difficulté. On a vu Zardini tout à l'heure de l'équipe Neri Sotoli, mais vous avez vu, il y en a d'autres qui sont quand même beaucoup moins bien. Alors que Michael Pierre Cher, Latour il est était revenu, présent aussi dans ce petit groupe. Alors oui, vous avez leader. raison Cyril, Pierre Latour a opéré la jonction avec Ciccone. Et ce qui est assez remarquable, c'est que les 2 qui étaient revenus sur eux dans cette ascension de San Luca, la 3e, eh bien n'ont pas pu les accompagner. Alors qu'ils venaient de sortir du peloton. L'effort est tellement violent pour revenir avec ces pentes, c'est vrai que voilà, ils ont besoin de souffler. Donc Tolouk et Zardini ont probablement déjà été repris, à vérifier, par le peloton, ou ce qu'il en reste ici, emmené par les coureurs de la formation Ineos. Les coéquipiers d'Egan Bernal. Et voilà, Toulouk. Alors non, Tolouk n'a pas été repris puisqu'on le voit ici. C'est pas simple quand on parlait tout à l'heure de durée d'effort
Les hommes de tête vont gérer légèrement en dessous dans ce genre de difficulté dans la mesure où ils ont de l'avance au pied, mais Toulouse, quand il sort, il est à une quinzaine de secondes, c'est-à-dire que pratiquement sur 1 minute 30, il reprend 15 secondes, ce qui est énorme en termes d'intensité. Et il y a un moment, vous accumulez ce qu'on appelle une dette d'oxygène, et son nom porte bien, je veux dire, dette, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et ensuite il faut la rembourser. Donc vous êtes obligé de vous mettre un ton en dessous, le temps de remétaboliser et de retrouver votre capacité à rerouler à la même vitesse que les hommes de tête. Tout se paye. Allez, on a vu passer les 2 hommes de tête. Voici Antoine Telouc qui n'est pas loin derrière. Ça permet à son équipe de ne plus rouler derrière. Par contre. Et ça va peut-être changer la physionomie de la poursuite, effectivement. D'ailleurs, l'équipe Ineos l'a bien compris, puisque... Ah non, c'est Rudy Mollard qui était là. Puisqu'immédiatement, on les a vus, vous le voyez, alors que le peloton passe avec 30 secondes de retard, les 2 coureurs de la formation Ineos vont essayer de réduire cet écart dans la descente et sur le retour en direction de Bologne. Allez, Ciccone avec Pierre Latour en tête de la course. Derrière, on vous le rappelle, Antoine Telouc est intercalé. Et ensuite, il y a ce qui reste du peloton. Il reste encore 2 tours de circuit, 2 ascensions de la Coupe de San Luca, 2 tours de 9 km chacun. Avant de connaître, bien sûr, le lauréat de cette belle classification. Ça, c'est du palmarès en ce qui concerne les 6 dernières années. Avec 4 victoires italiennes. Quand il y a une attaque, si le peloton L'écart qui grossit quand même.